Allez, bonjour à tous et très bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, on parle fait de société. Nous irons ce matin dans l'univers des enfants et adolescents pour évoquer la question de l'amitié et surtout de leur fréquentation. À cet âge, ils font une certaine expérimentation relationnelle. Cela a parfois de l'influence sur eux, qu'elle soit positive ou négative. Les enfants peuvent ainsi s'entourer de bons comme de mauvais amis. De votre position de parent ou de tuteur, quelle conception ou perception avez-vous de l'amitié avec l'amitié des enfants, surtout avec le développement du numérique et l'accès aux réseaux sociaux? Faut-il prévenir l'enfant de ces relations que vous sentez mauvaises et qui pourraient porter atteinte à son éducation, ou s'il était totalement engagé, comment le défaire de ces fréquentations que vous, de votre position, vous jugez pas du tout bien pour lui? Nous ferons le débat à l'heure du forum en plateau et au téléphone avec vous si vous réussissez à nous appeler. Merci de prendre les différents rendez-vous tout de suite. On va prendre les nouvelles avec Wakam Ali Para à travers la une des journaux, mais avant, voici pour vous la météo. Et voilà, c'était donc la météo sur Actu Matin. Et puis à suivre votre midi journal avec William Cliquant à la présentation dans les titres. Ouverture de la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce jeudi. 2022 est placé sous le sceau de cette priorité. Dans les dossiers seront rôle des différents travaux. Le développement de la télévision numérique terrestre occupe une place de choix parmi ces actions évoquées. À la HAC, et puis la peine des locataires à honorer, les loyers à Cotonou et environ s'invite dans votre midi-journal. Personne n'est à l'abri de cette inquiétude généralisée en fin de mois, que l'on soit en activité professionnelle ou non. C'est une enquête de Idrissou Boukari que vous vivrez avec nous dans notre midi-journal. Restez sur Canal 3 Bénin tout de suite, la une des journaux. Valikpara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On se réveille ce matin avec plusieurs informations à la une des quotidiens. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin « Exposition des trésors royaux au palais de la Marina. L'émerveillement sur toutes les lèvres. La fierté d'être béninois. Témoignage et reconnaissance des visiteurs à retrouver donc dans les colonnes du quotidien Fraternité paru ce matin. Affaire 145 kg de cocaïne devant la criette, l'ex-patron de l'Ocertide, Constant Badé et d'autres personnes libérées. Et puis législative de 2023, l'agenda des élections se précise. Achetez Fraternité et vous aurez le reste des détails. À la une du quotidien de service public, La Nation, gestion de l'inflation, les premiers fruits des mesures gouvernementales. Et puis haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président Rémi Prosper Moretti ouvre la première session ordinaire
budgétaire comptant pour 2022. Information à suivre tout à l'heure en son et en image dans le bulletin matinal de William Clécan et dans le reste de nos éditions. Le matinal à présent, Conseil économique et social, le poste de vice-président toujours vacant. Le président Guiyan s'explique et rassure. Secrétaire général de la Confémen, Abdelrahman Baba Moussa réélu. Le grand jury à présent, affaire 145 kg de drogue. 7 personnes, dont l'ex-patron de l'Ocertide, le commissaire Badé, libéré de prison. Et puis pour loyer impayé dans la zone de pièces détachées à Dantokpa, 11 commerçants condamnés à payer des millions de francs CFA de dette à la Sogema. Carte sur table cette fois-ci, élaboration de projets, de plans de travail annuels et de techniques de négociation. Le COUS AC outille les responsables des organisations estudiantines. 20e anniversaire de l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'OCOSA. L'Institut célèbre la science. Quotidien L'Informateur, en conflit avec la Sogema, 11 commerçants condamnés. Répertoire des groupements de femmes actifs, fin des enregistrements ce 10 mars. Le gouvernement veut constituer un fichier national pour une meilleure promotion sociale. Info matin. Retombée des audits institutionnels, le PRD contraint à la fusion ou à l'opposition. Coupe d'Afrique féminine U17, 30 guerrières sélectionnées pour défendre les couleurs béninoises. Quotidien L'Enquêteur, affaire 145 kg de cocaïne, le commissaire Constant Badé libéré. Et puis, fête annuelle des marchés de Boyko, le maire Rufino d'Almeida se réjouit de l'unité retrouvée. Le Télégramme, affaire 145 kg de cocaïne, l'ex-patron de l'Ocertide, le commissaire Badé et autres relâchés pour non-lieu. Et puis, actualité politique au Bénin, Talon et Soglo font l'appel. Les Télégramme qui nous apprend également qu'il y a 2 prétendants au poste d'entraîneur de l'équipe nationale des écureuils du Bénin. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui publie ce matin assez de témoignages et de reconnaissance des visiteurs en ce qui concerne l'exposition des trésors royaux au palais de la Marina. Et c'est sur plusieurs pages, des photos, des images et puis des témoignages d'acteurs de ces personnes qui ont déjà effectué le déplacement du palais de la Marina pour visiter ces œuvres. Et puis dans l'actualité ce matin avec Wahab Alikwara, vous l'avez constaté, en parlant justement de l'affaire 145 kg de cocaïne devant la Criette. Eh bien, la Criette a libéré hier jeudi plusieurs personnes parmi celles citées dans cette affaire de 145 kg de cocaïne. Il s'agit du chef de l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseur au Certide, en abrégé. Au moment des faits, Constant Badé, il s'appelle, l'adjoint au patron de l'unité mixte de la police républicaine en charge du contrôle des conteneurs au port autonome de Cotonou, que nomme Mamère, et puis 4 personnes travaillant pour une société française, 2 transitaires et 2 enleveurs d'une société de consignation. Il faut rappeler que de sous proche de la Criette, les enquêtes préliminaires pour situer les responsabilités ont abouti à un non-lieu. Et puis l'actualité nous renvoie aux législatives de 2023. Prenez donc date. La date du scrutin est prévue pour le dimanche 8 janvier 2023, donc en début d'année. Et puis les députés de la prochaine législature, c'est-à-dire la 9e législature depuis l'avènement du renouveau démocratique, seront installés le 12 février 2023 conformément au nouveau test en vigueur en République du Bénin. Wahab Alikwara, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure au forum de discussion. Vous restez avec nous tout de suite, le mini-journal.
Eh bien, l'année 2022 est celle de la finalisation des actes juridiques et infrastructures de la télévision numérique terrestre au Bénin, un credo de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication cette année. C'est à la faveur de l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution au titre de cette année que l'ambition a été dévoilée. C'était hier au siège de l'institution à Cotonou. Compte rendu. L'instance régulatrice des médias au Bénin compte jouer toute sa partition pour l'effectivité de la télévision numérique terrestre en 2022. Objectif principal de la série de prévisions que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication annonce pour l'année. Plusieurs dossiers seront étudiés. Le dossier relatif aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC. Le dossier relatif au statut juridique des radios rurales locales. Le dossier relatif à la modernisation de la procédure d'attribution de la carte de presse. Conseillers de la HAC et acteurs des médias espèrent un satisfecit global sur tous les dossiers en perspective à la fin de cette première session ordinaire ouverte. Est un devoir. Et à présent, on va parler de cette association, l'association Alpha et la mairie de Djougou, qui ont une fois procédé à la remise d'enveloppes financières aux personnes handicapées du Septentrion. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance aux personnes porteuses de handicap qui s'adonnent à la pratique de la mendicité, faute de moyens. Pour combattre ce phénomène qui prend plus d'ampleur, Alpha Taka et la mairie de Djougou sont allés leur remettre pour la deuxième fois des enveloppes afin d'encourager les différentes initiatives d'activités rémunératrices de revenus. C'est à la place de l'indépendance de Djougou que tout s'est déroulé. C'est pour la deuxième fois consécutive que l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou octroient des enveloppes financières aux personnes handicapées du Septentrion. Geste de solidarité et de compassion à l'endroit de ces personnes vulnérables qui, par manque de moyens, quémandent pour subvenir à leurs besoins. Inscrite dans le projet d'assistance financière aux personnes handicapées du Septentrion, cette action sociale vise à lutter contre la pauvreté et la mendicité sous toutes ses formes. En effet, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou ont depuis fort longtemps décidé de travailler la main dans la main pour améliorer les conditions de vie et de travail des couches défavorisées. Le présent projet, dont les résultats sont perceptibles sur le terrain, traduit notre ferme volonté à combattre sans relâche le phénomène de la mendicité qui prend de l'ampleur dans notre communauté. Chaque handicapé ici présent reçoit une enveloppe financière de 80 000 francs afin de poursuivre son activité génératrice de revenus. Les différentes actions sociales entreprises par Alpha Taka et la mairie de Djougou dénotent l'intérêt qu'elles accordent au bien-être des populations défavorisées dans leur volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des communautés. À la base, elles bénéficient du soutien indéfectible de l'ONG Al-Hidayah de Koweït. Nous remercions sincèrement l'ONG Alpha Taka et son partenaire Hidayah de Koweït pour tout ce qu'ils font pour la communauté béninoise et particulièrement celle de Djougou. Nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Nous vous le redevrons parce que vous êtes au service de nos populations. À travers ce geste, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou ont une fois encore prouvé à la face du monde qu'elles restent très attachées au bien-être et à l'épanouissement des couches défavorisées.
Dans un autre volet de l'actualité, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS célèbre cette année son 45e anniversaire en prélude aux manifestations officielles prévues pour se dérouler en novembre prochain. La direction a organisé hier une conférence pour lancer le processus des différentes festivités, parrainée par le ministre d'État en charge des Finances. Elle a été l'occasion d'un panel à Cotonou sur le thème 45 ans au service du développement en Afrique, défis et perspectives. On prend les précisions avec Clément Achadé et Ederon Kwevi. Je disais dans ma déclaration que les pères fondateurs ont bien anticipé sur les besoins du continent déjà en 1977. C'est par cette conférence débat que démarre le processus de célébration du 45e anniversaire du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Un panel de haut niveau qui réunit ici les sommités de la finance africaine et internationale autour du directeur général de l'institution pour passer en revue des questions relatives à l'évolution des mécanismes de garantie et leur adaptabilité aux réalités actuelles des banques et des législations en vigueur. Occasion pour le docteur Zulkif Salami, le professeur Diogbenou, des représentants des banques et le patron du FAGAS de faire l'état des lieux, identifier les difficultés notées durant 45 ans de vie et enfin proposer des pistes de solutions pouvant performer le FAGAS, une institution au service du développement du continent africain. On a su tirer de notre épingle du jeu en faisant des résultats positifs progressivement et en gagnant la confiance des marchés à cause d'une signature améliorée. Maintenant, nous devons nous repenser au regard des nouveaux défis et opportunités qui se présentent à l'Afrique. Notre nouvelle stratégie quinquennale pour la période 2021-2025, que nous l'appelons The New Momentum ou le nouveau élan, nous place sur les bases solides quant au domaine d'intervention essentiel pour répondre aux besoins du continent africain, un continent en perpétuel mouvement. La conférence de lancement du 45e anniversaire du FAGAS a été aussi l'occasion pour ses dirigeants de faire le bilan du parcours et surtout de ses expériences d'avec ses partenaires afin de trouver l'alternative d'une mobilisation plus accrue des ressources et des savoir-faire afin de booster le financement des économies à travers le secteur public et privé. En reconnaissant les prouesses enregistrées par le FAGAS, le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances a réitéré l'engagement du gouvernement à accompagner l'institution devenue résiliente et dans ses progrès augure d'un avenir radieux. Je sais que le fonds a encore du chemin à parcourir et que les défis à relever demeurent nombreux. En vous donnant donc rendez-vous au forum de novembre ou de décembre prochain, je forme le vœu que des échanges qui ont eu lieu ici et qui ont abouti donc à des recommandations pertinentes servent donc de fondement aux nouvelles orientations du FAGAS. Précurseur en Afrique dans le domaine de la garantie, le FAGAS veut impacter davantage les économies du continent. Tout en poursuivant ses objectifs de départ, l'institution entend accroître sa capacité financière pour garantir et même co-garantir les entreprises. Au regard des résultats mentionnés par le directeur Yambaye, 400 projets ont été financés grâce à la garantie du fonds pour plus de 2700 milliards de francs CFA. Et pour les grandes manifestations de ce 45e anniversaire, les acteurs se sont donné rendez-vous pour novembre 2022. Toujours dans la journée d'hier à Cotonou, la 5e édition du festival gastronomique ZA a démarré. L'événement a été lancé par les organisateurs à travers une conférence inaugurale ayant réuni plusieurs personnalités du secteur de l'art culinaire du Bénin, de la sous-région et même de France. Reportage Ali Moumouni, Mariam Mohamed et Henri Ganti. Sandra Idossou, promotrice des produits Made in Bénin, Valérie Baguidi, directrice générale des saveurs du Bénin, et deux autres acteurs de l'art culinaire venus du Maroc et de la France pour animer ce panel du festival ZA. C'est la première communication de ce grand événement gastronomique qui vise la promotion de la cuisine béninoise. Pour cette 5e édition, le thème retenu est la gastronomie dans les relations internationales. Quelle place, quelle opportunité politique, économique et touristique. L'objectif que nous avons en créant ce festival, c'est de mettre le Bénin en avant. Parce que nous avons une richesse culinaire incommensurable.
tout ce qu'on peut faire avec nos produits, tout ce qu'on peut faire avec nos mets. Moi, j'en ai conscience parce que c'est important, c'est primordial en fait pour que ce secteur soit développé. À la suite de cette conférence inaugurale, plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la 5e édition du festival gastronomique ZA. Il s'agit entre autres de la soirée de dégustation, de l'exposition découverte des plats béninois, de l'atelier vin et du gala VIP qui se tiendra au soir du 26 février 2022. Quand on sait la mutation que connaît notre pays depuis 2016, en ce qui concerne l'ambition du chef de l'État et de son gouvernement de mettre le Bénin en lumière au niveau touristique, cet événement vient à point nommé. Au cours des 72 heures que va durer le festival, des chefs étrangers seront aux côtés des Béninois pour animer l'événement. Parmi ceux-ci, le Marocain Larsen Hafid, responsable des cuisines chez Ritz Paris, et David Djeglé, spécialiste de vin. Alors moi, ma touche particulière est mon expertise liée à ce qu'on va appeler effectivement les arts culinaires de la table et le mariage mets et vin, l'association mets et vin. De plus en plus, les organisateurs du festival gastronomique ZA innovent et la présidente n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Une ouverture dont le reportage est signé par Ali Moumouni. Si vous êtes en location, ce magazine vous concerne particulièrement. Le rendez-vous fatidique de la date 5 de chaque mois qui constitue une source de stress un peu partout. Notre rédaction s'intéresse aux difficultés qu'éprouvent les locataires à honorer leur engagement mensuel vis-à-vis du bailleur. Que l'on soit étudiant, artisan ou fonctionnaire ou salarié même, l'épreuve est pratiquement la même, très éprouvante. Enquête signée Idrissou Boukari et Moufid Sabora. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, 5 lettres qui, durant toutes les 5 semaines, occupe la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zogbadje, un quartier de la commune d'Abou-Mekalavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des professeurs et à la maison, on a la pression des propriétaires. C'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, et la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la 2e année, on essaye de trouver un peu les cours de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photocopies sur le campus et le loyer. Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zogbadje, nous sommes à Sédégbé, un autre quartier d'Abou-Mekalavi, la cité dortoir. Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, ces choses-là. C'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels, entre relances par messages et appels, mise en garde et menaces de renvoi. Le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà à partir du 29 au 30, déjà vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire « Ah, le loyer c'est temps, hein. Ah, si tu ne payes pas vite, ah, tu auras une pénalité. » Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui refusent les négociations, surtout ils n'aiment pas les étudiants parce qu'ils se disent que
que les étudiants, ils ne payent pas vite, ils ne payent pas attendre les examens. Il y a certains propriétaires qui sont aussi un peu gentils et fraternels. Encore plus loin, d'autres propriétaires de maisons engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de bail compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc on explique clairement aux locataires, le loyer là, s'il pleut ou neige, d'être à jour, de régler, de payer les frais mensuels là, à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeure. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Idrissou Boukari sur l'acquittement du loyer à une semaine de la date 5. Et c'est avec cette enquête que nous mettons un terme au mini-journal de ce vendredi. À lundi, Christian. Voilà, nous vous disons merci. Très bonne journée du vendredi, William. Vous restez avec nous dans un instant. Ce sera les sports avec Ali Moumouni. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. En plateau, Ali Moumouni pour le journal des sports ce vendredi. Bonjour Ali. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Allez, nous avons quoi? Allez, on commence par cette grosse information, la surprise bien sûr, sur cette image qui va s'afficher tout à l'heure sur vos écrans. C'est bien sûr Christian, le numéro 1 mondial de tennis, c'est bien sûr Daniil Medvedev. Christian, désormais, ce n'est plus le Serbe Novak Djokovic qui a perdu sa place. Et donc, ce serait officialisé d'ici lundi. Ce serait désormais le Russe Medvedev qui va donc être le numéro 1 mondial. Christian, ça fait donc pour la deuxième fois que le Serbe perd son trône après 2019 où il a récupéré après 3 mois de compétition. On se demande cette fois-ci combien de temps il prendra vu que le Serbe n'est plus régulièrement sur les cours pour disputer les différentes compétitions. On poursuit donc cette page des sports par les différentes affiches du week-end, Christian. La Super Ligue professionnelle du Bénin, entre-temps prévue pour démarrer. Et ce week-end, donc, la première journée est donc reportée à une date ultérieure, sauf que la deuxième journée, elle va se poursuivre le week-end prochain, Christian. Au niveau du vieux continent, en Europe, bien sûr, il y a donc quelques affiches que nous avons concoctées pour vous, des affiches qui seront intéressantes et ça commence donc déjà à partir de demain en Ligue 1. Il y aura le Paris Saint-Germain qui sera face à Saint-Étienne qui se retrouve progressivement dans le championnat et qui désormais n'est plus dans la zone rouge depuis quelques journées. Au niveau de la Liga Santander, on aura bien sûr le Real Madrid qui sera en déplacement pour affronter Rayo Vallecano et puis Atlético Madrid qui va offrir son hospitalité à Celta. Christian, au niveau de la Première Ligue, il y aura 4 rencontres intéressantes à suivre ce week-end, donc ce samedi 26 février 2022. Leeds United sera à domicile face à Tottenham tombeur de Man City le week-end dernier, et puis Brentford accueillera Newcastle qui poursuit donc progressivement son maintien, le combat bien sûr pour le maintien en Première Ligue. Manchester United sera à domicile face à Watford, et puis pour finir Everton sera face à Manchester City, aussi une rencontre à suivre de près parce que Frank Lampard de l'autre côté et puis ces nouvelles recrues vont tenter donc de glaner encore des points pour ne pas se retrouver en difficulté en fin de saison. Dimanche, il y aura les rencontres en Ligue 1. Monaco sera à domicile face au Stade de Reims. Le Stade Bressois de l'international béninois Steve Mounier sera également à domicile face à Lorient. Idem pour Clermont-Foot et ses internationaux béninois, Jodel Dossou et Cédric Rontonji, qui seront aussi à domicile pour affronter Bordeaux, les Girondins de Bordeaux. Et pour finir, le choc de la soirée à partir de 20h45 entre Lyon et LOSC, Christian. En Liga Santander, on aura bien sûr les rencontres entre Séville et puis le Real Betis et le FC Barcelone qui s'en est sorti hier en Ligue Europa, sera à domicile face à Atlético Bilbao en Première Ligue. Pour finir, West Ham, ce qui est toujours dans la course pour le Big Four, aura pour adversaire les Wolves. Pour finir, voilà, pour ce qui concerne la Première Ligue. En champ de discipline à présent, pour la balle au panier. Non, avant la balle au panier, on en parlait bien sûr. Le mercredi dernier, le club de sport d'entretien Marche Pro organise ce week-end une marche dans la commune de Zé. L'initiative vient s'ajouter au projet La Route des Pêches à la Marche, déjà en cours depuis quelques années. Ici, il sera question de faire du tourisme et faciliter par la même occasion un brassage culturel. Suivons ici les organisateurs pour plus de détails. Il sera question d'aller faire du sport tourisme à Zé. Comment ça va se passer? Nous nous mobilisons, nous prenons des départ de Cotonou, pour ceux qui sont à Cotonou, et pour ceux qui sont à Calavi, au niveau du carrefour Mathieu Kirikou, ou à Zéplac. Et ensemble, nous allons nous porter vers l'arrondissement
de Dodji Bata, dans la commune de Zé, où va partir la colonne, ça veut dire tous ceux qui vont participer à cette marche-là. Et nous allons passer, le parcours passe par les dépressions, parce qu'il y a 1, 2 et 3 dépressions. Et c'est là où ça devient intéressant. Les personnes qui peuvent participer à cette marche-là, il s'agit de tout le monde, du plus jeune au plus vieux. La participation, elle est libre et gratuite. Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises. Nous aurons sur le parcours la police républicaine qui va couvrir l'événement. Nous aurons les sapeurs-pompiers qui seront également sur l'événement pour pouvoir assurer la quiétude des marcheurs. Le chronogramme, je dirais que ceux qui vont prendre le départ de Cotonou, ils sont attendus sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié autour déjà de 5h45. Et ceux qui sont déjà à Calavi ou qui vont se mobiliser à Zéplac autour de 6h15. Le souci de ces heures, c'est que nous devons être au lancement à 7h00. Et le lancement, c'est à l'école primaire de Dodji, au niveau de l'arrondissement de Dodji Bata. Nous demandons le soutien de tout le monde et la mobilisation de tout le monde sur l'événement. C'est une première édition et c'est une façon pour nous, en tant que club sportif d'entretien, de convier ceux qui sont à Cotonou et qui ne connaissent pas Zé, de venir découvrir Zé. C'est pour ça que nous parlons de sport, tourisme. En réalité, on vient à Zé, en faisant le parcours de Zé, on découvre le paysage. Allez, les participants, qu'ils soient de Cotonou ou d'Abomey-Calavi, se rendront tous donc à Zé, dans l'arrondissement de Dodji Bata plus précisément, pour où se déroulera bien sûr la marche sur une distance de 7 km x2. Si vous aimez faire du tourisme, voici donc une occasion pour vous lancer tout simplement à travers la marche Christian. Vous devez également prendre le rendez-vous pour le week-end prochain. Allez, on finit par le basketball et puis la 7e journée démarre donc ce week-end au niveau de la conférence. On aura 3 rencontres chez les dames. Élan Coton qui aura pour adversaire Bosco Star. AOL BBC sera face à Aspac et pour finir la rencontre avec le programme des dames, Énergie jouera contre Renaissance Basketball Club. Et au niveau des hommes, il y aura Élan Coton qui sera face à Éternel. Au niveau de la conférence Nord, la 7e journée, c'est bien sûr entre Tigre Basketball Club contre Real Sport. Bosco Star aura pour adversaire Flèche Noire et les Panthères accueilleront Aspal. Christian, voilà pour l'essentiel des affiches du week-end, des rendez-vous du week-end à prendre. Voilà, de très bons rendez-vous à prendre, sans oublier cette marche organisée pour découvrir un peu le paysage. Sport d'entretien, c'est souvent très bien. Et on va dire bien de choses à l'un des grands marcheurs que nous avons ici à Canal 3 Bénin, Augustin Vidécon, qui participe bien souvent à cette marche. Allez, merci beaucoup Ali. Dans un instant, nous allons parler donc de l'amitié entre enfants ou adolescents qui fréquentaient de votre position de parent ou de tuteur. Quelle conception ou perception avez-vous de cette amitié ou des amitiés de vos enfants, surtout avec le développement du numérique, l'accès aux réseaux sociaux? Faut-il prévenir l'enfant de ces relations que vous sentez, vous, parents, mauvaises et qui pourraient porter atteinte à l'éducation que vous êtes en train de lui donner, ou s'il s'y était déjà totalement engagé à votre insu et que vous découvrez que les personnes ou les amis qu'il fréquente ne sont pas bien, comment le défaire alors de cette fréquentation ou de ces fréquentations que vous jugez pas du tout bien pour lui? Ce sont des questions au cœur du débat que nous aurons tout à l'heure. Restez avec nous.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Canal 3. Actu Matin se poursuit et c'est nos discussions qui s'ouvrent à partir de cet instant avec les débatteurs du vendredi. Wahab Ali Para de retour en plateau. Ali Moumouni qui est resté avec nous. Ils nous ont rejoints entre-temps. Nagui Balagoué, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à vous et bienvenue Zakiat Latunji. Bonjour Christian. Allez, ce matin on se propose de parler de l'amitié entre enfants ou adolescents. Quels sont les amis que vous souhaiteriez que votre enfant ou vos enfants aient. Vous savez, nous avons tous été petits, on a grandi, on a été enfants, on est devenu adolescents et par la suite des jeunes aujourd'hui. Allez, des amitiés, nous en avons eu à l'école, au collège et bien d'autres. Il y en a eu de bons, il y en a eu de mauvais. De bons. Ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai aussi. Ouais, vieux père, c'est vrai. Allez. Il y en a eu de bons, tout ce que vous voulez. Alors, on va commencer par les mamans qui ont souvent le regard sur leurs enfants. C'est toute chose normale que votre enfant ait des amis. Oui, bien sûr. C'est normal d'avoir des amis, même pour une personne d'un certain âge. C'est important d'avoir des amis. On ne peut pas vivre en vase clos. Nous sommes dans un environnement où il y a pas mal de gens autour de nous. C'est important d'avoir des amis, mais surtout de bons amis, de bonnes fréquentations. Mais comme on le dit, il n'est marqué sur personne que ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise personne. Après, c'est aux parents surtout de trouver le moyen de discuter avec les enfants, de les amener surtout à leur dire ce qu'ils ressentent
et comment leur relation se passe avec leurs amis. Moi, je me rappelle que, par exemple, à un moment, nos parents ne nous permettaient pas de venir à la maison avec nos amis. Et donc, on était obligés, soit à la sortie de l'école, de rester dans un coin, parler, et puis après, parler de quoi même, c'est ça, voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que de la même manière que nous entretenons nos relations entre adultes, là, les enfants aussi entretiennent leurs relations comme ça entre eux. Et parlent de sujets qui les concernent. Vous allez voir des enfants arriver à l'école, chacun va raconter sa journée, va dire moi, mon papa m'a fait tel, ma maman m'a fait tel. Et donc, ils prennent le temps de se parler. Maintenant, le rôle qui revient aux parents, c'est de rester vraiment présent dans la vie de l'enfant, de telle sorte que l'enfant soit capable de lui dire un peu ce qui se trame entre amis. Ce qui est sûr, l'enfant ne viendra pas tout vous raconter. Ça là, c'est clair parce qu'il a son coin secret aussi, il a son jardin secret. Mais il va vous dire certaines choses. Et vous, justement, en tant que parent, au regard de votre expérience, au regard de votre vécu, vous allez détecter à partir de cette discussion-là, tel ami, c'est une bonne fréquentation, tel autre ami, c'est une mauvaise fréquentation, etc. Et au regard de ça, vous allez pouvoir donc accompagner votre enfant et surtout le guider. Et si vous faites bien attention, nos enfants, sans que vous ne soyez dans leur classe à l'école, vous connaissez la plupart des enfants qui sont dans la classe. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils sont amis à tel et tel autre. Donc, quand ils reviennent à la maison, ils vont vous dire « Ah, mon ami là, il tel, etc. » Donc, qu'est-ce que l'ami là a fait? Est-ce que l'enfant là a une influence qui est positive ou négative sur votre enfant? C'est parce que vous discutez avec votre enfant que vous arrivez à détecter ces petites choses-là. Et vous, par la suite, vous allez pouvoir guider votre enfant dans ce sens. C'est très, très, très délicat. Vraiment. Vous avez un regard sur tout ça, Nagui Balagui? Oui, absolument. Sauf qu'on n'est jamais assez malin pour ces choses-là. On fait ce qu'on peut. Et puis, il faut prier parce que, vous savez, les enfants, les influences humaines, les influences de personnes étrangères, nous sommes tout autant concernés que les enfants. C'est-à-dire, on peut se tromper sur certaines personnes, on peut prendre certaines personnes pour modèle, pour exemple, des gens, on peut s'identifier à des gens alors même que, comme on dit, enfant, il vaut y en pauvre. Donc, c'est comme ça aussi les enfants. Et chez les enfants, c'est encore plus délicat parce que le besoin de parler, le besoin de s'exprimer, le besoin de s'identifier à quelqu'un fait que les enfants, souvent, ne voient pas forcément leur entourage immédiat, leurs parents. C'est-à-dire que les réponses qu'ils attendent de l'extérieur. Et ça arrive tellement... Ça arrive tellement vite qu'on ne se rend pas compte. Dès que vous voyez que l'enfant commence à changer dans le langage, dans la manière d'être, de se comporter, dans la manière même de s'habiller, il faut savoir qu'il faut déjà que cela attire votre attention et que vous preniez les précautions pour déjà essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Mais toujours est-il qu'on n'est jamais assez malin, assez intelligent pour anticiper sur ces questions-là. Comme on dit, on essaie de créer une sorte de proximité, d'être à l'écoute, d'être attentif, attentionné, mais quand ça arrive, ça va tellement vite que vous ne vous rendez compte de rien. N'est-ce pas la mauvaise fréquentation qui devrait amener donc les parents à avoir un regard sur leurs enfants? Oui, ce qui amène les parents, bien entendu, à avoir un regard sur les fréquentations de leurs enfants, c'est pour éviter les mauvaises fréquentations. Et comme Zakiat l'a dit, à l'œil nu, on n'a pas la facilité de distinguer qui est bonne fréquentation ou mauvaise fréquentation pour son enfant. Et donc, chacun travaille à son niveau pour éviter que les fréquentations des amis de son enfant, n'est-ce pas, puissent influencer le comportement et même l'avenir de son enfant. Quand on a fini de dire ça, il ne faut pas tout de suite se focaliser sur ce que nous faisons avec nos enfants. Il faut peut-être rappeler comment nous-mêmes nous avons vécu avec nos parents qui avaient un regard, comme l'a souligné Zakiat. Autant les adultes ont besoin de parler entre eux, de s'échanger, autant les enfants, même si ce sont des discussions de leur âge, ont besoin de s'échanger parce que, tant
Donc, quand vous êtes parmi les enfants, vous êtes là à jouer juste les conseillers. L'amusement que l'enfant souhaite, vous ne pouvez pas toujours le lui donner parce qu'à un moment donné, vous êtes ennuyé. Mais avec les enfants de son âge, il se sent beaucoup plus à l'aise et autres. Et vous entendez les gens dire que nous sommes des amis d'enfance. Ce n'est pas en grandissant forcément qu'on a des amis. On a grandi ensemble et autres. Malgré les mesures barrières prises par les différents oui, les mesures barrières prises par les différents donc malgré les mesures barrières prises par les parents, vous avez de ces papas d'avant qui par exemple ne souhaitent pas que les enfants sortent. C'est-à-dire si tu sors de la maison, c'est qu'on t'a commandé, il y a un but précis. Et même quand on te commande aussi, on te donne un temps de ses parents, soit il connaît la distance et il sait le temps que soit c'est maman ou papa qui crache et quand la salive se sèche avant ton retour, tu as tous les problèmes. Tout ça a disparu. Au-delà de la guerre qui se passe au niveau de Vladimir Poutine et compagnie. Ou alors, n'est-ce pas, ce sont des parents qui ont la facilité de permettre à leurs enfants de sortir, d'avoir même des jeux un peu comme la maman de Naguib l'avait à Djougou. À Djougou, par exemple, où c'était un lieu de convergence pour tout le monde. Mais ça ne manquait pas. Il ne faut pas penser que ça manquait de rigueur chez ses parents. Ça veut dire que quand il y a déviance, tout de suite, si ce sont tes oreilles qu'on attrape, c'est une lanière qui est là et puis on te corrigeait. Maintenant, l'objectif visé, bien entendu, c'est pour que l'enfant vraiment puisse s'épanouir, mais en étant un enfant respectueux de bien, de règles, de discipline, plutôt que de copier des amis qui ont, je dirais, un mauvais comportement. Lorsque un papa sait que son entourage, il n'y a pas un modèle dans la maison, ça pose un véritable problème. Et je vais vous donner très rapidement un exemple avant que les autres collègues ne prennent la parole. Alors que nous, on faisait l'école primaire Kilir de Djougou, on avait des enfants, des camarades de classe, n'est-ce pas, qui fumaient. Vous savez pourquoi? Parce que leur papa fume la cigarette et eux, ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de voler une cigarette, de papa et d'amener à l'école et faire ce qu'il veut. Ça veut dire que si nous, on copie cela, et qu'on amène ça à la maison, ça pose un véritable problème. Moi, mon papa ne fumait pas, par exemple. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir cette tendance, n'est-ce pas, à vouloir me mettre au même niveau que mon camarade qui amène la cigarette à l'école. Parce que lui, à la maison, ça se faisait. Chez moi, par exemple, c'est clôturé. C'est même écrit sur le portail, attention, chien méchant. Il n'y avait même pas la facilité de voir les voisins passer, sauf si tu es au portail ou quand tu as une... Et être au portail, c'est encore... La papa est assis du temps. Avec son poste radio à côté. Et il écoutait les informations. Alors, peut-être rapidement par rapport à l'exemple là, ce qui pourrait aider ou ce qui aurait pu aider, c'est que par exemple, l'ami qui vient avec la cigarette ait influencé un de ses amis et que celui-là, à son tour, se mette à fumer ou rentre chez lui avec la cigarette. Vous voyez? Et donc, quand il va se retrouver chez lui avec cette cigarette-là, vous allez voir, si ses parents, à lui, sont attentifs, ils vont remarquer qu'il y a quelque chose. Et quand ils ont remarqué qu'il y a quelque chose, ils ne vont pas se limiter simplement à réprimander l'enfant, mais plutôt à chercher la source. Et ça permettra de corriger sur toute la ligne. Oui, ce qui a fini par marcher, pour pas marcher dans notre cas, c'est parce qu'on était majoritaire à ne pas avoir la cigarette. Et comme on savait que il y avait des menaces à la maison, on est parvenu, n'est-ce pas, à demander à notre camarade de classe que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Donc, soit il l'a coupé, parce que c'est vrai, on l'a plus vu, mais il savait que il n'était pas bienvenu parmi nous avec sa cigarette. Oui, je voudrais quand même essayer de poursuivre dans la logique de Wahab et dire, bien entendu, que l'enfant tout petit comme ça, il assimile tout et il accumule toutes les informations qu'il reçoit. Et donc, c'est beaucoup plus risqué aux parents de ne pas suivre les enfants, de ne pas les écouter, de ne pas être attentifs, surtout quand ils doivent être, par exemple, dans leur environnement, que ce soit à l'école ou bien dans la rue. Et surtout à l'école. Voilà, justement. Donc, on apprend tout là-bas. Oui, c'est très important de suivre l'enfant. Et comme Zakiat l'a dit, il faut, même si on constate qu'il y a, par exemple,
un défaut ou bien il y a un petit changement, il faut en même temps chercher la source afin de corriger. Et c'est justement pour ça que c'est très bon, que ce serait important aux parents également, déjà de commencer par inculquer les bonnes manières aux enfants dès la maison. Et les bonnes manières, c'est quoi? C'est les faire comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Par exemple, quand c'est à une séance de cinéma ou bien une soirée cinéma à la maison, quand il y a des actions qui sont faites qui ne sont pas de bonnes, il faut en même temps rappeler à l'enfant que toutes ces actions, il faut les éviter, tous ces petits trucs. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. C'est tellement beau de le dire comme ça. Je sais que c'est tellement beau de le dire, c'est tellement compliqué de le faire également. Parce que avec l'enfant, je crois que c'est pour pouvoir même l'amener à faire, il y a beaucoup plus des méthodes qu'on peut aussi adopter, comme par exemple voir d'autres centres d'intérêt qui l'intéressent et l'amener beaucoup plus par ces manières, ces méthodes-là. Aussi à peut-être... le problème, c'est que ça parle beaucoup quand on se retrouve entre enfants à l'école. Et tout ce que... En fait, tout ce qu'on dit là, c'est... Comment on veut dire? Là, c'est qu'on est dans le général. Mais dans la réalité, ce qui se passe avec l'enfant, c'est que l'enfant a des besoins qu'on n'arrive pas à identifier. C'est extrêmement compliqué de pouvoir lire l'enfant. C'est-à-dire que de pouvoir lire au-delà de ce qui est visible chez l'enfant. Vous voyez, votre enfant, déjà, il a une personnalité. Et quand il a les besoins qu'il a sont fonction de cette personnalité-là. Quand il a besoin de s'exprimer par rapport à, je sais pas, une frustration, par rapport à un sentiment, etc., quand il a besoin de s'exprimer, il identifie des gens qui sont à même d'aller dans le sens qu'il souhaite. C'est-à-dire, lui-même, il a déjà une vue globale. Et il identifie quelqu'un, il ne choisit pas n'importe qui pour écouter, il ne choisit pas n'importe qui à qui s'adresser. Et c'est là que tout se joue, en fait. C'est-à-dire, ça arrive, c'est encore plus dangereux pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Parce que, vous voyez, nous, en notre temps, l'éducation que l'on a reçue, on dit, n'abé, fini là. Si tu fais ça maintenant, ça va être la catastrophe. Non, tu terrorises. Non. Ça va être catastrophe. Ça va être la catastrophe parce que tu n'as même pas l'occasion de l'écouter pour derrière pouvoir faire tes propres analyses et savoir, comment tu t'y prends. Vous voyez, donc c'est un peu délicat et c'est au cas par cas. Maintenant, de manière générale, comme tout le monde l'a dit, il faut être vraiment attentif, concentré, observer beaucoup et essayer peut-être de corriger au fur et à mesure. Mais comme je le disais tantôt, quand ça arrive, ça se passe. Ça va très vite. Pour le temps que vous vous rendez compte, l'enfant a déjà pris. Maintenant, il faut travailler énormément pour pouvoir le récupérer ou le remettre sur le droit chemin. Je ne dirais pas que c'est un peu délicat comme Naguib le dit. Je dirais que c'est extrêmement délicat. Il n'y a pas d'école pour être parent. Tous les métiers dans ce monde-là, il y a une école où vous pouvez aller vous faire former. Mais voilà l'exception qui fait la règle. On apprend sur le tas. Et on s'adapte. On s'adapte. On apprend au jour. On actualise ses compétences en la matière. Et cet enfant-là, vous ne connaîtrez jamais la même chose. Justement, selon chaque enfant, parce que chaque enfant a sa personnalité. C'est pour ça c'est important de rester à l'écoute des enfants. Et même quand on le dit comme ça, ça paraît simple, c'est pas aussi simple. Parce que nous-mêmes là, enfin, nous, parents aujourd'hui, enfants d'hier, adultes aujourd'hui, encore que notre adulte, c'est dans une génération intermédiaire. Oui, il y en a plus adultes que nous autres. Mais on n'a pas... on n'a pas bénéficié de ça. On n'a pas vu ça. C'est vrai que quelques-uns d'entre nous ont eu ce privilège-là, mais tout le monde n'a pas eu ce privilège. Oui, ceux qui ont eu ce privilège, c'est ceux qui avaient les ballons, qui avaient les poupées, qui se fâchent, on leur remet ça. Nous, c'était les Il y a aujourd'hui un changement de paradigme. Quelque chose que nous n'avons pas... D'abord, on n'a pas appris. Deuxième chose, on n'a pas vu ça. Personne n'a fait ça avec nous. Mais nous sommes obligés maintenant de le faire avec nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut, j'ai entendu quelqu'un dire la dernière fois, il faut une présence présentielle des parents aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de dire le parent est présent là
mais il doit être présent. C'est-à-dire présent, attentif. Attentif. Et moi, faire mes enfants me reprochent, par exemple, Mm. que parfois, chez moi à la maison, que je suis là, mais je suis toujours collé à mon téléphone. Oui, c'est ça. Donc, quand j'ai entendu parler de présence présentielle, j'ai dit, donc c'est de moi, on parle comme ça. Ou alors, vous êtes là, l'enfant est en train de vous parler. Parce que les enfants, ils ressentent le besoin d'aller vers nous pour nous parler. Mais on n'a pas toujours la facilité d'aborder les sujets avec eux. Donc... C'est quand l'enfant fait maman et il se tait. Oui, ou bien même il dit maman, il dit quelque chose. Parce que toi, tu n'es pas attentif, tu n'arrives pas à déceler le message qui est caché derrière ça. Ou que la question que tu dois poser pour l'amener justement à te parler ne sort pas. Moi, je connais par exemple une amie qui pendant des années est restée dans les mouvements associatifs avec nous, où on était d'ailleurs de jeunes pères éducateurs, donc on était des jeunes qui étaient des relais communautaires en matière de santé de la reproduction. Donc, nous, on allait déjà vers des jeunes pour leur parler de santé sexuelle et de la reproduction. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, on a des ados et on a du mal à en parler avec eux. Oui. Non, ce que Zakiat dit, Christian, n'est-ce pas, ça rejoint un peu ce que que Naguib disait tout à l'heure, où c'est une question de contexte, c'est également une question de génération. Quand on parle des enfants d'aujourd'hui, on dit l'enfant est beaucoup plus l'enfant de son temps que l'enfant de son père. Le fonctionnement des parents d'avant, ce n'est pas le fonctionnement des parents d'aujourd'hui. Quand vous êtes des parents dans le même quartier avant et qu'un seul enfant commet une erreur et que son papa est convoqué, c'est un peu comme si c'est les parents de tous les enfants du quartier qui sont convoqués. Ça veut dire quoi? Que quand le papa convoqué va, il prend les informations concernant son propre enfant pour lequel il est convoqué, il s'informe des autres enfants du quartier, n'est-ce pas? S'il y a à les corriger, il les corrige, et quand il vient, il fait le point aux parents voisins, n'est-ce pas, qui prennent des dispositions pour accueillir leurs enfants et les corrigent en conséquence. En tout cas, si ça nécessite correction. Aujourd'hui, voilà. Non, je parle même des parents. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Si dans la cour, un peu quand vous êtes, on dit cour commune, si dans la cour, l'enfant du voisin, n'est-ce pas, rentre dans ta chambre, tu vois, on trouve une formule en même temps pour gronder, bien change de mine, pour permettre à l'enfant, juste parce qu'on veut éviter. Ce n'est pas forcément la sorcellerie, ce n'est pas la mauvaiseté, n'est-ce pas, c'est juste parce qu'on veut s'éviter de problèmes. Et toi-même, quand ton enfant va là-bas, tu trouves une formule, bon, ces gens, le repas est prêt, et tu trouves en tout cas quelque chose pour extraire ton enfant de la chambre du voisin. Parce que quand le verre va se casser là-bas, on va l'insulter avec ce que nous savons chez nous au Bénin. On trouve toujours ces poésies-là qu'on utilise pour toucher ses parents. Donc, c'est un peu ce qui amène les gens. Maintenant, quand on revient essentiellement sur, n'est-ce pas, notre thématique de ce matin, il y a que on veut s'éviter le problème. C'est premièrement cela. Deuxièmement, on veut l'avenir. Tout le monde veut qu'on dise que son enfant est correct. Alors que parfois, même dans l'orientation qu'on veut donner à l'enfant, c'est une maladresse. L'éducation que donnera Naguib Alagbé à son enfant n'est pas forcément l'éducation que Zakiat souhaite donner à son enfant. Ce n'est pas celle que souhaite donner Ali Moumouni ou Christian Dandédia, ni moi. Maintenant, quand vous avez toutes ces éducations parallèles et que les enfants se réunissent, c'est comme s'ils ont envie de faire une synthèse. C'est-à-dire quoi? L'enfant de Naguib veut développer l'orientation que son papa lui a donnée à la maison et que peut-être c'est, aux antipodes de ce que moi j'aurais donné à la maison. Alors que les deux enfants se fréquentent. Tu comprends? Donc, dans cette cohabitation, quand les enfants échangent, imaginez un enfant dans la chambre de qui il y a une télévision et un autre où il y a pas de télévision. Quand ils se rencontrent, les réactions, les comportements. L'autre va raconter le dessin animé qu'il a suivi la veille. L'autre, il est là. Il est dans un monde. Il a peut-être tendance à, s'ils sont dans une maison où papa est polygame, raconter ce que la maman Issa avait dit. Je crois que par rapport à ce que Wahab dit, je crois que c'est l'objectif pour moi est toujours le même. Avoir un enfant modèle, un enfant qui va devenir un adulte meilleur demain et puis avoir un bon avenir qui
je dirais, un avenir radieux. Mais dans le contexte, c'est que c'est juste la formule de l'éducation qui diffère. Comme Wahab l'a dit, la formule de Naguib ne sera pas nécessairement la mienne. Et donc, c'est justement dans ce cas-là qu'on arrive vraiment à trouver ces petites divergences ou bien voilà, une sorte de parallèle entre l'éducation que tel ou tel donne à son enfant. Et moi, je crois que dans tout ça aussi, il faut aussi faire attention beaucoup plus aussi à certains paramètres qui sont scientifiques. Il faut voir, il n'y a que les enfants à certain âge de croissance, parce qu'il y a des âges de croissance, il y a le comportement qui change. Et là, l'enfant a aussi de nouveaux besoins, en fait, de nouveaux besoins par rapport au développement de son organisme. Et je crois qu'à ce niveau-là aussi, il va falloir que les parents soient beaucoup plus attentifs, en dehors de la communication dont on a parlé longuement ici, qu'il faut vraiment être attentif quand il s'agit des enfants. À ce niveau également, il faut beaucoup faire attention. Et surtout, quand l'enfant atteint déjà ses âges de croissance, il y en a, je crois, 2 ou 3, à ce moment-là, il va falloir maintenant trouver aussi la formule pour pouvoir vraiment bien guider l'enfant. Sans quoi, c'est des moments beaucoup plus sensibles où l'enfant peut développer un autre trait qui va l'amener peut-être à commencer par cohabiter avec d'autres enfants qui, en fait, nécessairement ne sont pas ce que nous voulons pour nos enfants. C'est vrai que nous avons nos parents ce regard dont nous parlons tous ce matin sur nos enfants. Nous voulons leur inculquer une éducation bien meilleure. Mais parfois, ce que nous voulons donner à nos enfants, c'est-à-dire un certain nombre d'orientations, on leur dit, bon, toi tu fais ci, toi tu fais pas ça. Est-ce que ça n'agit pas négativement sur leur développement, nos exigences et autres? Et on les détourne parfois en voulant leur donner une très bonne éducation d'un certain nombre de visions. Absolument. Oui, Naguib. L'éducation, enfin, les parents imprimantes, aujourd'hui, ça fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que vous pensez que l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un modèle que vous voulez faire sortir, vous mettez dans les hommes, les puis ça sort comme vous voulez, là, ça n'existe plus. Normalement, l'éducation doit suivre la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas une personnalité que vous créez. On ne crée pas. Il y a une personnalité que vous devez identifier, que vous devez apprendre à connaître et à travailler là-dessus en fonction de ce qui est déjà là. Vous voyez, et la plupart du temps, les enfants qui sont rapidement faciles à influencer, très influençables, ce sont les enfants à qui qui n'ont pas de réponse par rapport à leurs attentes. C'est-à-dire on n'arrive pas à identifier ce dont ils ont besoin en termes de communication, en termes d'approche, en termes de formule, pour utiliser le mot de Ali. Donc quand vous n'arrivez pas à répondre aux attentes de l'enfant, il cherche à compenser ailleurs. Et le besoin est là, c'est-à-dire il l'extériorise et il s'identifie peut-être à quelqu'un d'autre. Oui. Et les enfants, il ne faut pas également trop, comment dire, il ne faut pas surprotéger les enfants. Parce que parfois l'enfant ne s'exprime que quand il est en présence de certaines situations. Quand vous ne laissez pas l'enfant voir le bien et le mal ensemble et peut-être l'évoquer en votre présence pour pouvoir inculquer en fait, donner votre orientation. Vous voyez? Donc, c'est quand on protège les enfants qui ne regardent jamais la télé, les enfants qui ne lisent jamais, donc c'est assez compliqué. Donc c'est délicat, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de baguette magique. Toujours est-il qu'il faut considérer que vous devez travailler sur l'enfant en tenant compte de sa personnalité intrinsèque. Je voudrais juste abonder par rapport dans le sens de Naguib et dit, moi j'ai toujours réfléchi en fait à cet exemple de l'école ou encore du sport au niveau de l'éducation dans ces différents cadres. Voilà. Je crois que, comme Naguib l'a dit, c'est permettre à l'enfant lui-même d'être responsable. Et c'est souvent ça à l'école. Par exemple, quand on parle par exemple de la nouvelle méthode d'enseignement, on dit la méthode de l'approche par compétence. Je crois que c'est permettre à l'enfant d'être responsable. Le laisser commettre la faute et ensuite tirer les leçons avec lui. Quand on lui laisse, ne serait-ce que cette petite liberté, pas en fait le laisser à la dérive, non, mais cette liberté, c'est pareil au football. Je crois quand on laisse, ou bien au sport, pardon, quand on dit les entraîneurs qui encadrent les enfants, on laisse les enfants par exemple dans un jeu faire ce qu'ils ont à faire et pendant qu'ils le font, c'est en ce moment qu'on les interpelle, là il y a telle chose et quand c'est bon, il faut aussi l'apprécier pour lui dire telle action que tu viens de faire, ça c'est la bonne chose, ça c'est ce qu'il faut faire normalement. Là il est content et demain il a envie de faire pareil. Et là où lorsque ce n'est pas bon, il faut
attirer son attention et lui montrer que non, en ce moment, là, ce n'est pas bon. Et je crois que c'est les dames qui sont responsables. Oui. Bon, je crois que c'est une question d'étape par étape et vous adaptez au fur et à mesure. Mais il y a une base, il y a un minimum pour tout le monde. Un minimum, c'est quoi? C'est que vous apprenez par exemple à votre enfant qu'une grande personne, il faut respecter une grande personne. Donc ces valeurs-là, vous voyez une personne, il faut dire bonjour. Vous voyez une personne, vous ne tendez pas la main à une personne qui est plus âgée que vous. Il y a un minimum, il y a une base, quelle que soit la façon dont moi je le dis chez moi, Naguib le dit chez lui, Ali le dit ou Christian, de toutes les façons, si l'enseignement ou bien si le message est passé, si le message passe bien, quand les enfants vont te retrouver dans une situation X ou Y, tout le monde saura quand même se comporter vis-à-vis de la personne qu'on a en face ou saura avoir les bonnes manières qu'il faut. Donc ça, c'est un rôle très important que tous les parents doivent pouvoir jouer, inculquer ces valeurs de base de respect de la personne aînée, de tout. Vous apprenez à votre enfant qu'il faut se lever le matin, il faut se brosser le soir avant d'aller se coucher, etc. Ça, c'est important. Après, on va faire au cas par cas, en suivant justement la personnalité de l'enfant et en suivant l'évolution de l'enfant. Parce que les besoins au primaire ne seront pas les mêmes besoins au collège, ne seront pas les mêmes besoins à l'université. Et les amis du primaire ne seront pas les amis du collège, les amis dans un cadre X ne seront pas les amis dans un cadre Y. Absolument. Donc, il faudra maintenant cette présence-là continue pour aider justement à suivre et à corriger là où on doit pouvoir corriger. J'ai une amie qui me disait la dernière fois, par exemple, qu'elle parlait avec sa fille et puis du coup, la fille s'est arrêtée et lui a dit... Vraiment, maman, toi, là, il y a des choses on veut te dire, mais vraiment, il vaut mieux ne pas te dire. C'est ça. C'est un point du développement de Naguib tout à l'heure qui m'intéresse quand il parle de surprotection. D'abord, des fois, la surprotection amène l'enfant à ne pas être trop productif, à ne même pas prendre des initiatives. Parce que ça attend chaque fois ce qu'on lui dit, fais ci, ne fais pas ça, fais ceci, dans ce ça. Il devient un robot. Mais s'il devient un robot, il ne prend pas des initiatives. Quand par exemple vous êtes très très rigoureux, vous qui apportez tout le soin qu'il faut, l'enfant franchement des fois même ça agit sur son intelligence. Vous allez voir des enfants qu'on laisse eux-mêmes, ils se débrouillent pour traverser la voie, ils ont des... L'enfant il devient un peu plus habile. Ça ne veut pas dire que bon le papa il doit dormir ou la maman doit dormir sans... Mais quand vous l'apprenez, c'est un peu comme vous apprenez à un enfant à nager, vous l'apprenez à pêcher, vous voyez, donc vous l'initiez. C'est en quelque sorte une initiation. Vous l'initiez et l'enfant s'habitue. C'est que, attention, quand j'étais avec papa lundi, voici comment nous avons fait. Quand on a vu le véhicule ou la moto, le vélo venir, on s'est d'abord arrêté. Après, donc l'enfant, comme Ali aussi l'avait dit dans une de ses prises de parole, il disait que l'enfant suit et il a la tendance à copier quand il est petit. Et donc, c'est comme ça. Mais quand on protège trop, un tradithérapeute nous a dit que quand même l'organisme, quand on veut trop lui apporter trop de soins en même temps, on tombe régulièrement malade. Et il donnait l'exemple des fous, que de voir comment le fou a peut-être une plaie gangrénée, il se promène avec, il n'a rien. Mais toi, quand tu veux mettre bétadine, tu veux mettre tous les médicaments dedans et tu as tous les problèmes. Que de voir comment les fous, par exemple, se promènent et mangent sur les tas d'ordures, dans les poubelles et autres, et n'ont jamais de maux de ventre qui les arrête. Le lendemain, tu le vois, ils continuent de se promener. Mais toi, lève-toi, ne lave pas peut-être ta cuillère et mange avec pour voir ce que donc trop de protection, trop de surprotection aussi. Maintenant, quel est l'objectif qu'on poursuit parce qu'on veut encadrer tel enfant avec que ce soit l'ancienne méthode Zakiat a l'habitude de parler de la technique de la grande que ce soit l'ancienne génération, la nouvelle et autres. C'est parce que on veut que l'enfant qu'on a éduqué, n'est-ce pas, soit un véritable modèle. Mais quand vous-même vous n'avez pas été modèle, ça pose un véritable problème. Écoutez, on n'a jamais vu un cocotier produit de la mangue. On est d'accord. Il y a souvent l'exception. L'exception est minoritaire. L'exception est minoritaire. C'est vrai, la majorité n'est pas toujours du côté, ou la vérité n'est pas toujours du côté de la majorité. Mais attention, on a cette tendance à encadrer l'enfant selon son propre modèle. Quelle exception vous voulez trouver lorsque vous-même vous n'avez pas
pas été un modèle. Et vous voulez donner quel exemple à votre enfant? Vous voulez trier les meilleurs amis à votre enfant comment? C'est-à-dire, c'est vous qui vous levez, vous faites des coiffures plutôt rocambolesques sur la tête. Et votre enfant, quand vous l'amenez dans une salle de coiffure ou bien dans un atelier de coiffure, l'enfant choisit le modèle parce qu'il y a souvent les prospectus sur lesquels vous choisissez ce qui vous plaît. Et l'enfant fait ça pour aller à l'école. Et vous êtes le premier, par exemple, quand le maître à l'école reproche, vous êtes le premier à aller bomber les muscles sur l'enseignant. Il y a bien de parents qui le font. C'est-à-dire, par exemple, ils ne payent pas la scolarité. Quand on renvoie l'enfant, c'est eux qui s'en vont battre l'enseignant. Quand l'enfant a une coiffure bizarre ou va à l'école en tenue bigarrée, donc différent des autres camarades de classe, et on renvoie l'enfant, il va et il fait du bruit. Son enfant estime qu'il a raison, que papa a raison, voilà pourquoi papa vient prendre sa défense à l'école. Donc quand vous n'avez pas été un modèle, il y a un véritable problème qui se pose. Parce que comme je l'ai dit, un cocotier ne produit pas de la marque. Je comprends très bien que Wahab soit amené à prendre quelques exemples pour montrer que quand même, je crois que les valeurs aujourd'hui ne sont pas dans l'apparence. La forme des cheveux, la manière de s'habiller. Je crois qu'il y a il fut un temps où on a tendance à penser que celui qui est bon, c'est celui qui a les cheveux bien taillés, bien peignés, ou celui qui s'habille en local pendant que l'autre porte des jeans déchirés. Je crois que la vertu n'a rien à voir avec ça. Je crois qu'il y a à apprendre aux enfants à faire la différence entre le bien et le mal et à leur donner des orientations claires sur ce qui est bien et ce qui est mal. Après, au fond de chacun, en chacun de nous, il y a un fond noir qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas. L'enfant, à un moment donné, deviendra lui-même, c'est-à-dire que se prendra en charge, fera ses choix. Peut-être en fonction des orientations que vous lui aurez données dès le bas âge, etc. Comme il peut s'écarter totalement de ces orientations-là et se choisir des modèles ailleurs que le milieu, l'environnement dans lequel il a évolué. Nous ne sommes pas, en fait, nous avons une obligation nous n'avons pas une obligation de résultat, nous avons une obligation de moyens. Nous avons l'obligation de tout faire pour quand même essayer de montrer aux enfants ce qui est essentiel, ce qui constitue les valeurs essentielles sur lesquelles on pourrait faire cela. Mais après, c'est l'enfant qui fait ses choix. Et on doit pouvoir le comprendre. Non. On va pas pouvoir comprendre ça. Vous voyez, quand votre enfant ne réussit pas, votre enfant ne s'adapte pas à l'éducation que vous lui avez donnée, vous avez échoué. Il y a bien de cas comme ça où effectivement l'enfant vient poser un acte et le papa dit vraiment tu es vraiment mon fils, ou la maman même qui l'a porté dans parce que quand on n'est pas sûr de qui est ton père, il y a au moins une certaine assurance de qui est pas. Et la maman vient demander si c'est vraiment moi qui t'ai mis. Parce qu'elle ne se retrouve pas. Parce qu'elle ne se retrouve pas. Et que tous se sont échinés, n'est-ce pas, lui donner, mais lui, n'est-ce pas, il va merci. Donc on ne comprend pas. On constate, c'est vrai, mais douloureusement, on constate, Naguib, n'est-ce pas, le visage, la moyenne, les larmes aux yeux, à la limite, lorsque l'enfant ne fait pas la fierté de son père, lorsque l'enfant ne fait pas la fierté de sa maman, ça pose un véritable problème. Tout ça est relatif par contre. On va prendre un exemple simple. Ali tel qu'il est, je prends l'exemple de Ali parce que c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Ali tel qu'il est voudra par exemple que son enfant soit pieux, très religieux. Ne rate pas les prières. Islam, quand l'enfant ne prend pas ce pli-là, Ali peut considérer qu'il a échoué, mais en réalité, c'est par rapport à comment on dit, c'est par rapport à l'esprit de Ali. L'échec en réalité, c'est par rapport à la vue de Ali, à l'appréciation de Ali. Voilà. Or, la vérité n'est pas, en fait, ça c'est personnel. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'enfant, Ali aura peut-être des enfants qui seront tels qu'ils souhaitent là, mais il aura obligatoirement des enfants qui se caractériseront de cette ligne-là. Et
il va considérer. Donc, dans cette position-là, l'échec en question est à relativiser. Parce qu'il n'est pas dit que parce qu'on n'est pas un favori dans la course au paradis, qu'on a échoué forcément dans la vie. Donc tout ça est à relativiser. Ce que vous voulez que votre enfant soit, c'est ça que vous lui comprimez. Mais souffrez quand même qu'au bout de l'effort, l'enfant puisse adopter sa ligne et puisse s'exprimer lui-même, de prendre sa personnalité. Alors, c'est pour ça que je parle de la base. La base, elle est importante. À partir du moment où il y a voilà, vous faites un travail à la base. Le travail de la base est obligatoire. Et je pense que tout se joue à ce niveau-là. Je pense que c'est Ali qui parlait tout à l'heure de l'évolution de l'enfant, de ce qu'il faut à chaque niveau. Mais il y a une base depuis le jeune âge qu'il faut asseoir. Si cette base-là est ratée, franchement, un beau jour, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez comprendre que c'est vraiment moi qui ai mis ça n'a pas marché. Donc, la base là, il faut forcément travailler ça. Parce que vous ne serez pas toujours là. Vous n'allez pas accompagner l'enfant partout. Et justement, on parlait du fait qu'il y a une surprotection des enfants. Ce n'est pas mauvais en soi ou ce n'est pas de mauvaise foi. Mais on ne peut pas être tout le temps là. À un moment, les enfants seront livrés à un autre environnement. Ils seront livrés à d'autres réalités. Mais c'est cette base-là. Cette base que vous avez su forger. Parce qu'il y a 3 niveaux d'éducation pour l'enfant. Il y a la famille, il y a la rue, il y a l'école. Et quand la base à l'école est solide, là, à la maison, en famille, là, est solide, il arrivera, l'enfant pourra facilement surmonter les obstacles qui vont se présenter à lui dans la rue. Oui. Puisque vous ne serez pas tout le temps dans la rue avec l'enfant. Et ce sera pareil à l'école. Donc, il faut revoir, sinon il faut travailler à renforcer cette base solide-là. Très bien. Déjà alors, à la maison. Vous allez finir. Je vais vous emmener sur un autre aspect du sujet. Je suis un peu plus d'accord avec Zakiat que si cette base-là est vraiment véritablement installée, je suis d'accord que en fait, on peut amener l'enfant à atteindre en fait l'objectif que nous voulons. Et là, quand on parle tout à l'heure de l'échec, on peut peut-être réussir, par exemple, à ne pas se retrouver dans ces cas de figure. C'est quand même... Chacun a son référentiel. Oui, justement. Chacun a son référentiel. Et pendant que moi, j'ai dit, par exemple, que j'ai échoué par rapport à mon enfant, Nagui peut trouver, mais l'enfant de Ali, là, il est bien respectueux. Donc, justement, en ce sens, l'échec on peut... Moi, j'aime pas les enfants trop respectueux, par exemple. Oui, parce que... il y a des enfants... Vous n'aimez pas les enfants hypocrites, parce qu'il y a des enfants qui font semblant d'être très respectueux, alors que quand tu trouves les deux, là, c'est différent. Parfois, les enfants... les enfants deviennent timorés, timides. Quand, vous voyez, ce que tu appelles respect, par exemple, ou ce qui peut paraître de l'impertinence à tes yeux, n'est pas ce qui paraît de l'impertinence aux yeux de Ali. Je suis d'accord. Moi, par exemple, il y a des parents qui disent à leurs parents, quand je parle, tu ne réponds pas. Ou quand je parle, tu ne parles pas. Moi, ça me met hors de moi de parler à un enfant qui ne me répond pas. Ou que je me retrouve devant un enfant à qui je fais des reproches et qui ne peut pas expliquer la faute qu'il a commise. Pour moi, c'est essentiel que l'enfant puisse réagir, que l'enfant puisse se défendre et défendre son opinion, sa position. C'est essentiel. Et moi, j'attends cette réaction de l'enfant pendant que quelqu'un d'autre attend que quand il fait des reproches à l'enfant, l'enfant puisse se taire, que l'enfant ne dise jamais rien. C'est pour les parents, par exemple, qui n'aiment pas accorder la parole à l'enfant. C'est-à-dire, mais c'est dangereux. Oui, c'est extrêmement dangereux. Vous avez même ça même dans les services. C'est-à-dire, quand on est moulé un peu dans ce schéma, même dans votre gestion de l'entreprise ou d'une société, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, le premier à venir vous informer, c'est comme si c'est lui qui a raison. Un peu comme beaucoup de nos commissariats, par exemple. C'est-à-dire, quand tu viens, tu te plains de ton voisin, d'un camarade. Le voisin qui est un criminel on estime que si tu n'avais pas raison, tu n'allais pas venir. Or, il faut qu'on puisse avoir l'oreille. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles. C'est pour que...
Il faut qu'on puisse avoir l'oreille nécessaire, n'est-ce pas, pour écouter les deux parties avant d'arbitrer. Donc, on va écouter le premier venu. C'est pour les parents, Naguim, c'est pour les parents qui prennent l'habitude, genre, bon, elle est rentrée qu'un frère ou une soeur s'est plaint du petit frère en même temps que papa a encaissé cela, et donc ne veut plus accorder la parole au petit frère. Il ne veut pas l'écouter. Et il aurait écouté qu'il verra que oui, il est petit, il a commis l'erreur, mais ce n'était peut-être pas aussi grave tel qu'on l'a présenté, ou peut-être il y avait peut-être pas faute, vous voyez. Donc c'est comme, mais quand tu ne veux pas écouter ton enfant, genre quand je parle, tu ne parles pas, tu verras que l'enfant est vraiment fermé sur lui-même, il ne s'ouvre pas au monde, il ne s'ouvre pas à toi pour te le dire. Dans ce cas de figure, les enfants, ils font tout, la prochaine fois, il va se débrouiller pour être le premier aussi à aller informer. Et je voudrais même pas ça ne marche pas. Compléter quelque chose. Nous, par exemple, quand on était petit avec papa, quand par exemple, je suppose que Wahab est mon grand frère, il y a eu une situation et que bon, entre nous, on pourrait. Wahab est mon grand frère. Oui, je suis d'accord. Mais c'est officiellement, oui. Et qu'il y a peut-être une sorte de malentendu entre Wahab et moi, et que je suis le premier, je vois papa et je dis bon, voilà, Wahab a fait ceci. Ben attention, ça veut dire que j'ai provoqué. D'abord, on me chicote, on appelle Wahab, on lui dit maintenant qu'est-ce qui s'est passé, s'il raconte. Au cas où Wahab a raison, on vous dit bon, mettez-vous à côté Wagrouji. Le combat maintenant entre vous. Tu te tapes. Prochainement, tu n'iras plus raconter en premier. Ça, c'est fort. Dans le quartier ou encore à l'école, vous verrez que bon, il y a toutes sortes de catégories sociales. Il y a les enfants de riches, il y a les enfants de moins riches, de familles modestes, de pauvres qui se fréquentent et autres. Et vous verrez que les enfants de parents de chaque catégorie sont souvent ensemble. C'est-à-dire, les enfants de riches se retrouvent entre eux, les enfants de familles modestes se retrouvent entre eux, les enfants de pauvres, bon, eux, ils se cherchent. Il y en a qui sont intelligents et qui cherchent à être amis aux enfants de riches pour pouvoir profiter des biscuits, des chocolats et bien d'autres choses. Les parents, Christian estime que l'enfant du pauvre, il y a un problème. C'est-à-dire, il dit les enfants de pauvres qui sont intelligents et essayent d'être avec les enfants riches pour profiter. Donc déjà, c'est cette logique-là justement qui gouverne. C'est-à-dire que l'enfant du pauvre ne cherche pas à être ami de l'enfant du riche forcément parce qu'il veut profiter des biscuits. Non, ce n'est pas. Il faut pas. Quand on voit la chose comme ça, tout de suite c'est faussé. C'est plutôt l'enfant de conditions modestes qui est le plus manipulateur, c'est le bandit. Parce que tout de suite il peut se fondre au bas de l'échelle, à ceux du bas de l'échelle, comme il peut se faire. Là, c'est pour bénéficier d'une certaine protection. Donc, sur ce détail que tu soulèves, n'est-ce pas, que Christian peut se soulever. Vous avez une intelligence. La vie, c'est une question de catégorisation aussi. On dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est ça. Donc, même entre personnes âgées ou personnes adultes, c'est aussi ça. Maintenant, après, je pense qu'il faut travailler à ne pas inculquer dans la tête des enfants telle catégorie de personnes ou telle catégorie d'enfants, il ne faut pas cohabiter avec eux. Vous voyez. Je vous donne moi, avant, très rapidement. Vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de leur dire. Les enfants savent. Il y a une école, par exemple, et j'ai toujours apprécié le modèle de fonctionnement de l'école qui permet à des enfants en situation de handicap de fréquenter au même titre que les enfants normaux, en griffes. Vous voyez. Donc, ça fait déjà, vous allez dans l'école, vous voyez par exemple des enfants qui sont autistes. Éducation inclusive. On a fait les bas avec les amblyopes, par exemple, les aveugles. Vous voyez. Donc, moi, je pense que c'est des modèles importants qui amène quand même à faire un petit déclic dans la tête des enfants pour leur faire comprendre que la vie, c'est une question de différence. Et malgré nos différences, nous devons apprendre à cohabiter. Maintenant, après, quand vous êtes un enfant de pauvre, vous savez, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Si vous êtes un enfant de pauvre et que vous êtes à l'école, par exemple,
bien travailler. Si vous travaillez bien, même les enfants de riches là seront votre amis. Christian, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Cependant, on voit une poule à qui on met les œufs de pintade et les pintades, bien entendu, suivent la mère poule, sans oublier leur origine. Parce que quand on va remonter l'arbre généalogique, n'est-ce pas, ils verront que bon, elle fut mère porteuse. Mais ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Maintenant, la cohabitation, parce que quand vous avez un poulailler, vous mettez pintade, dindon, coq, poule et autres dedans. Donc chacun sait qu'il a son destin. Chacun sait qu'il a un destin. S'il faut se rapprocher en tant que pintade du dindon pour bénéficier de ce que soit de la protection ou bénéficier du repas du dindon, vous ne voyez pas les poulets, par exemple, se mettre là où mange le mouton parce qu'il veut bénéficier, comme Christian Naguib, tu vois toi qui te connais, parce que le poulet veut bénéficier de la nourriture servie au mouton, alors qu'il ne mange pas à quatre pattes. Il ne mange pas à quatre pattes. Donc Naguib, c'est ça, c'est la vie. C'est la réalité. Et Naguib, c'est de quoi nous parlons. Non, je vous dis, c'est la vie. Les enfants, on peut être pauvre, les enfants peuvent être admiratifs. On peut être mouton et s'associer aux poules. Non, j'en viens. Les enfants peuvent être admiratifs les uns des autres. Moi, j'avais un ami, je me rappelle bien, il était quand même de conditions très modestes, qui aimait bien être avec moi, mais qui ne mangeait jamais chez moi. C'est-à-dire que moi, j'allais pas chez lui. Moi, je n'avais pas... Moi, j'avais la possibilité d'accueillir des amis. Les amis pouvaient venir me voir, mais moi, je ne sortais pas. Si je sortais, c'est qu'il fallait que... Si je dois sortir, il fallait que je fasse... Oui. Donc, moi, il venait tout le temps chez moi. Il venait pratiquement tout le temps chez moi. Mais à l'heure du repas, il se met à l'écart. Il ne mange jamais. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Tous les enfants... C'est-à-dire les enfants peuvent s'admirer comme ça entre eux. Un enfant de pauvre peut admirer un enfant de riche au point d'en être peut-être l'ami ou de se faire l'illusion d'être quand même l'ami de celui-là, sans que ce soit forcément motivé par l'idée que je vais trouver des biscuits, je vais trouver des bonbons, etc. Moi, je vais vous raconter, quand ça devait être en 4e ou en 3e, on avait un camarade de classe. Non, mais physiquement, quand vous le regardez, vous-même, vous comprenez que il est vraiment en difficulté. C'était pas ça. Il venait à l'école parfois même les sacs de riz là, les sacs dans lesquels on stocke le riz là, c'était avec ça que il mettait son ardoise avec ses affaires. Mais quand vous le regardez, vous savez quoi, c'est clair. Mais le gars était intelligent. Il était d'une intelligence extraordinaire. Je vous assure que ça reste à voir. Je vous assure que nous, on était obligés chaque fois de le solliciter. Et quand on va le solliciter, on lui demande de nous aider pour nous expliquer telle et telle autre chose. Et il nous arrivait, parce qu'on avait un petit groupe là, il nous arrivait même de passer la pause déjeuner à l'école simplement parce qu'on voulait qu'il travaille avec nous. Et pour le motiver, on lui achetait à manger. Et les week-ends, par exemple, où on décidait de travailler à domicile, il était volontaire, prêt à accompagner tout le monde. Et donc, quand on lui dit, ah non, vraiment, on va faire étude, il y avait un point de rassemblement. Donc, tout le monde devait se regrouper là pour travailler. Il va dire, que lui, il habite Yenawa, que vous-même, vous savez que et tout. Et que lui sera obligé de quitter très tôt. On dit, non, on cotise, même on lui donne l'argent de déplacement. Et il vient pour travailler. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Ce que disait Naguib aussi, c'est une réalité. Il ne faut pas forcément, je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas forcément y voir juste les intérêts pécuniaires, les petits biscuits et autres. Pauvres et riches peuvent se mettre ensemble, bien que les oiseaux de même plumage, disais-je, volent ensemble. Il y a toujours cette cohabitation, surtout quand il s'agit par exemple de se mettre pour défendre les mêmes intérêts. Votre enfant est peut-être pauvre et que c'est lui qui doit bénéficier de, je ne sais pas, le cahier et livre, vous voyez, des parents qui sont riches. Avant, c'était comme ça. C'est aujourd'hui que les enfants fonctionnent avec l'approche par compétence des manuels et autres. Avant, c'est un seul livre autour duquel
laquelle tout le monde s'associe. Et dans le quartier, c'est pas tous les parents qui avaient les moyens de s'acheter des livres. Même les librairies de bord de rue, comme on dit, c'est-à-dire les livres deuxième, voilà, librairie par terre, deuxième ou troisième, mais non. C'est-à-dire que c'est un papa qui, dans le quartier, a la possibilité d'acheter le livre de la classe à son enfant. Et donc, les autres enfants du quartier s'associent, viennent lui rendre visite peut-être pour étudier. Papa peut dire, le livre ne sort jamais. Ça veut dire que si c'est Naguib qui a le livre, je rends visite à Naguib, nous étudions, je fais là et je laisse le deux. Parce que les parents de Naguib ne veulent pas qu'il fasse sortir le livre. Et dans ce cas, même moi, mes parents se doivent se montrer un peu perméables, me faciliter la tâche pour que, bon, je puisse fréquenter Naguib. Et bien, de fréquentation en fréquentation, vous grandissez et puis demain, vous dites que, bon, vous étiez des enfants, vous étiez les amis d'enfance. Vous savez, donc, tout ça, il y a toujours un intérêt positivement à l'éducation de l'enfant. Moi, aujourd'hui, j'arrive à manger rapidement. Pourquoi? C'est tiré, en fait, un peu de mon enfance. Parce que dans le quartier, il y avait une fille qui était un peu plus âgée que moi. Et donc, j'étais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère a demandé à cette fille-là, justement, comme c'est la même école, on devait y aller à pied, qu'elle vienne me chercher le matin. Moi, j'étais beaucoup plus petite. Donc, la dada garde la main de la petite et puis on y va à l'école. Donc, la fille, de temps en temps, elle venait chez nous. Mais chez nous, il y avait, en tout cas à l'heure du repas, il y avait toujours un repas qui était servi à table. Et elle a compris que systématiquement, quand elle vient à l'heure du repas, là, il y a à manger. On n'étudiait pas ensemble parce qu'elle est plus âgée que moi. Donc, on n'avait pas de leçons. Elle avait des années d'avance sur moi. Mais elle venait régulièrement et on a compris qu'en réalité, elle venait à l'heure du repas. Donc, quand elle vient à l'heure du repas, ma grand-mère, elle sert ma part de repas, mais en fait, elle sert en conséquence en fonction de la présence de l'autre. Donc, je prends mon plat et puis du bras valide on mange ensemble. Donc, on mange. Ma grand-mère, quand on a fini, je reviens, je dépose le plat. Et ma grand-mère, à un moment, a constaté que ça va tellement vite quand la fille est là par rapport à quand la fille n'est pas là. Mais quand je viens déposer le plat, je dis que vraiment, yo, je suis pas rassasiée, quoi. Et ma grand-mère me dit, mais toi, tu manges avec quelqu'un, tu n'es pas rapide. Elle va tout manger. Maintenant, là, si je te sers, je ne vais pas te servir à toi seul. Si je te sers, là, tu vas là-bas t'asseoir. Et toi-même, tu manges vite. Ça a créé une certaine habileté. Le fois que toi, on va manger à Tassi. C'est juste pour dire. C'est un renforcement de capacité. Non, l'intelligence se construit également par quand vous prenez les cours communes, Naguib, très rapidement, il y a de ces cours communes où les parents, c'est-à-dire les familles polygamiques, où c'est pas maman qui prépare son enfant en cachette et autres, on prépare et tous les enfants mangent. Quel que soit leur âge, vous prenez les doigts, ils n'ont pas les mêmes tailles. Donc, c'est comme ça. Donc, les enfants, on les sert dans le même bol. Ça peut être un large plat comme ça. Et puis, on vous sert souvent à chaud. Vous voyez, vous n'avez pas les mêmes estomacs. Quand vous ramassez comme ça, chez certains, c'est comme une pelle. Chez d'autres, vraiment, très bien. Mais, quel que soit votre âge, vous entourez le plat et vous mangez. Certains risques et périls, n'est-ce pas? Si tu estimes que la pâte servie est trop chaude et que toi, tu dois patienter. Quand tu vois un grand frère faire comme ça, ça fait un accent aigu. Il fait comme ça et il envoie. Il prend tout droit. C'est pas la prière. C'est la main. Quand il finit de faire cette virgule, il tire tout droit. Il envoie. Et il vient. D'abord, il y en a certains qui sont comme ça, c'est-à-dire il adopte tout ça, c'est formateur. Donc chacun fait preuve d'habileté parce qu'il veut remplir son. Je ne sais pas si vous avez été, dans votre vie scout et si vous avez participé au camp scout, on vous sert à manger ensemble. Mais si vous n'êtes pas habile, c'est que vous ne mangez pas. Non, mais au nord, même à Porte-Nouveau, j'ai observé, la plupart des maisons familiales, dans les grandes maisons, on vous met ensemble par tranche d'âge. Les garçons d'un côté, les filles d'un côté, c'est pas tant. On peut retrouver à 8, à 10, on donne de plat et on dépose. Si toi tu ne manges pas quand c'est chaud, c'est à tes risques et périls. Si tu ne manges pas vite, pourquoi vous avez le repas chaud?
Moi, personnellement, j'ai aimé l'histoire de Zakiat en un aspect précis. C'est que même quand elle n'est pas rassasiée, qu'on doit lui donner, en plus, on lui dit toujours, tu retournes manger avec elle. Oui. On aurait pu dire, attends. Elle va partir. Quand elle va partir, elle va te donner à manger. Justement, quand on fait ça. Oui, l'enfant copie. Moi, personnellement, j'avais des amis, j'avais beaucoup d'amis dans le quartier. Il y avait aussi des raisons pour ça. Tous les jeunes de mon âge étaient mes amis parce que il y avait beaucoup de jeux vidéo à la maison, les baby-foot, etc. Il y avait beaucoup d'amis. Mais comme c'était moi qui avais les amis, mon jeune frère, celui qui me suit directement, on est pratiquement dans la même tranche d'âge. Lui, il jouait à l'enfant gâté et il dit qu'il n'arrive pas. Quand on nous sait ensemble, il reste là, il regarde, les gens ne mangent pas. Donc, maman a été obligée de le mettre de côté, de le servir seul. Et on dit, lui là, quand il y a quelqu'un avec qui il doit plonger la main, il ne mange jamais. Donc, il a fait ça et ça lui a marché. C'est moi qui ai mes amis. Donc, comment il peut dire que je ne mange pas avec eux? Donc, on me sert dans mon plateau et je dois amener au milieu de mes amis. Et vous mangez. Et ils entourent le plateau et on mange. Parfois, il y a quelqu'un qui m'a déjà énervé en matinée et je l'attends pour le café. Je l'attends pour l'heure du repas. Là, il dit, toi, tu es venu manger maintenant, non? Tu es venu manger maintenant. Certains se fâchent pour partir, d'autres, il y en a, ils n'ont pas de... Il est là. Un jour, j'ai fait partie de quelqu'un du... On a déposé, puis je lui ai dit qu'il ne mange pas avec moi aujourd'hui. Mais quand mes parents se sont rendus compte, c'est-à-dire que j'ai jamais oublié. On m'a soigné le jour là, j'ai pas oublié. Je n'avais jamais oublié quoi. C'est-à-dire le gars s'est mis de côté et il regardait. Et ma tante est sortie et il dit, toi tu ne manges pas. On dit que c'est moi qui lui ai dit que c'est moi qui ai dit qu'il va pas manger. On dit quoi? Et on est allé dire à la maison que j'ai renvoyé quelqu'un. Je ne vais jamais oublier. Au point où aujourd'hui j'ai appris à donner à manger. Alors, c'est le particulier thème de nos échanges. Il y a juste un autre aspect que je voudrais aborder par rapport à ça. Cette cohabitation entre enfants de riches et enfants de pauvres. Moi, je crois que dans le même contexte, il y a aussi, comme Zakiat l'a dit tout à l'heure, par exemple, cet enfant, par exemple, qui est brillant à l'école, mais qui manque de moyens. Mais dans l'autre cas, il y en a aussi qui manquent suffisamment de moyens, mais qui ne sont pas brillants. Et du coup, parfois, ça les amène à se retrouver à poser certains actes qui ne sont pas vraiment, qui sont un peu plus répréhensibles. Et c'est comme Naguib le disait aussi au début, et que pour les parents, il est nécessaire en fait de donner les moyens, ils ont la responsabilité, l'obligation de trouver les moyens pour amener les enfants à atteindre les objectifs. Moi, je prends par exemple mon cas. Par exemple, quand on était à l'école au primaire, où tous les enfants prenaient 50 francs, soit 15 francs, nous, on n'avait pas les moyens, mais on avait 250 francs. Et tout ça, ça nous permettait au même moment d'économiser et à la fin de l'année de pouvoir s'acheter un certain nombre de choses et tout ça. Les pétards. Et donc, pas content. On était champions. Pas nécessairement. Donc, allez, merci, je crois que c'est un aspect aussi qu'il faut voir dans la chose. Les parents doivent faire en sorte, au moins, ne serait-ce que satisfaire au moins les besoins de leurs enfants pour que ceux-ci ne jettent pas en fait le coup d'œil à côté. Non mais il y en a qui sont négligents. Il y a toujours un mais. Qui n'est pas prêt à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de ses enfants. Le mais c'est quoi? Parfois on n'en a pas suffisamment et tout le monde ne peut pas avoir de la même manière. C'est ça. Merci beaucoup, chères dames. Merci beaucoup, chers messieurs. C'était nos échanges plateau de ce matin sur l'amitié entre enfants et ados qui est fréquentée. Merci à vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup, Naguib Alabé. Et parlant de moyens, il y a les tranches à payer. La reprise des classes, c'est pour bientôt. Dieu aidera chacun. Je nous souhaite bonne journée. Dieu aidera chacun. Ah si, la deuxième n'a pas été payée, comment payer la dernière? Il y a deuxième. Et les cantines. Et cantines les cantines aussi. D'accord. Et commencez par préparer la prochaine rentrée de même. On n'a pas fini la rentrée. On a mis trop la Le parent souffre. Merci beaucoup. Quand les parents nous disaient, attends.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Les caricatures pour vivre l'actualité autrement sur Canal 3 ce matin. C'est avec vous l'enfant Claudio. Bonjour. Bonjour Christian. Allez, vous avez quoi pour nous ce matin? Bon, on va parler de naufrage puisqu'il s'agit de naufrage cette semaine entre Lagos et entre Port-Nouvelle et Lagos. On parlera aussi d'attaques terroristes et d'exposition des objets royaux. Alors on commence avec cette caricature, affaire de naufrage. Que faut-il faire réellement pour éviter? Le monsieur, il a mis son gilet, oui, de sauvetage, mais voilà qu'il y a un autre problème dans l'eau. Il y a un crocodile qui l'attend. Il dit, tu n'as pas pitié d'un naufragé. Et l'autre qui lui dit, est-ce que tu as vu un jour quelqu'un avoir pitié de son repas? Non, on n'a pas pitié de son repas. On continue toujours avec les naufrages. Oui. Et ça, c'est un monsieur qui veut voyager, mais il dit, je paye à l'arrivée à Lagos. Ah oui, à destination. Ouais, donc l'autre lui dit, mais pas question, et si on fait naufrage? Donc, lui, il pense même au naufrage. Pourtant, c'est lui le transporteur. Attaque terroriste, ça c'est juste une recommandation, bouchons la jarre trouvée, parce qu'il le faut. C'est ça. C'est très important. L'unité nationale pour faire front à l'envahisseur, c'est le terrorisme. Maintenant, on a parlé de bunkerisation du président, et c'est une femme qui répond à un Kwame qui dit, elle dit, mais Kwame, bunkerisation du président, là on s'en fout. Les gens qui ont bunkerisé notre argent à l'extérieur, c'est de ça qu'on a besoin. Voilà, puisque ici, il y a la flambée des prix. Voilà. Continuons. Exposition des trésors royaux. Bon, la culture, les coutumes restent toujours la coutume. Lui, il a profité et il veut donner du bon sur la vie avec du maïs à l'huile rouge à la statuette qui lui dit juste une bonne pizza me ferait plaisir, parce qu'il faut remarquer qu'il est resté longtemps là-bas. Donc il a perdu les habitudes du abobo et autres à l'huile rouge. Et c'est un monsieur qui s'est rendu dans un poste de police, on a volé sa moto, mais pas de solution. Alors il appelle le président, il dit félicitations pour le retour des trésors, président. Pouvez-vous m'aider à retrouver ma moto volée? La police l'embille. Bon, comme il est bon dedans, il est bon. Ok. Et je crois qu'on va finir avec cette caricature, exposition des trésors royaux.
Et c'est un journaliste qui lui pose une question. Monsieur le Président, après ce coup de génie, comment vous sentez-vous? Il dit, mais est-ce que ça ne se voit pas? Et on le voit qu'il est en train de planer vraiment. Voilà. Donc, tout ceci à retrouver à la page 10 du quotidien Fraternité, parution de ce vendredi, un peu comme tous les vendredis. Merci beaucoup l'enfant Claudio. Allez, on va retrouver la presse nationale dans la revue signée Assumo Kanya Siobo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la présidence où se déroule l'exposition des 26 objets royaux, Fraternité est allée noter un jeudi, pas comme les autres au palais de la Marina, le soleil de 16h dardait ses rayons sur Cotonou, la capitale économique du Bénin. Malgré la chaleur, une longue file de personnes composées de toutes les races patientait devant la guérite du palais présidentiel pour l'accès à la galerie improvisé pour l'exposition des trésors royaux et des arts contemporains du Bénin. Il y avait tellement du monde que pendant plus d'une heure, ceux qui étaient à la queue avaient l'impression que le rang bougeait à peine. Pourtant, par dizaines, ils franchissaient l'étape de la guérite pour un contrôle de routine. Bref, écrit le journal, c'est un périple, mais l'extase est au bout. À l'entame de l'exposition, la présence de l'ancien président Nicéphore Soglo, apprécié de tous, ce qui pour la plupart des journaux dénote de l'apaisement des tensions entre l'actuel président Patrice Talon et lui. Et d'ailleurs ce matin, le Télégramme estime que cette présence de Nicéphore Soglo au vernissage n'est pas anodine. Le chef de l'État Patrice Talon, une semaine avant, serait allé au domicile de Nicéphore Soglo. La visite, qui a duré environ 1 heure d'horloge, s'est tenue à huis clos. Connaissant les points d'opposition entre les deux personnalités, on suppose que les sujets débattus tourneraient autour de la situation des détenus et des exilés politiques, l'actualité avec les actes terroristes et autres. Matin Libre, de son côté, fait observer que le chef de l'État, Patrice Talon, pris entre plusieurs feux, est dans un sprint. Pour le journal, il a compris la nécessité d'avoir avec lui certaines figures. Le journal estime qu'il reste encore des paliers à franchir. Et dans tout ça, c'est Paul Humpek qui serait plus frustré. Dans sa publication du jour, Le Progrès affiche en gros titre que 7 personnes sont relâchées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire 145 kg de cocaïne. Fraternité informe de ce que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a libéré le jeudi 24 février 2022 plusieurs personnes parmi celles citées dans l'affaire 145 kg de cocaïne, dont l'ex-patron Constant Badé de l'Ocertide. Ces personnes sont désormais libres de leur mouvement puisque de sources proches de la criette, les enquêtes préliminaires pour situer les responsabilités ont abouti à un non-lieu. Le journal rappelle que c'est cette affaire qui a envoyé derrière le barreau le patron de la société Nimex, Séraphin Yeto, après la découverte de 145 kg de cocaïne dans un conteneur. Le Télégramme précise que Séraphin Yeto et les premières personnes interpellées sont poursuivis pour trafic de drogue et corruption. Dans les colonnes de l'Économiste du Bénin, il est question de la première session ordinaire 2022 du Conseil économique et social. Le journal de préciser que cette session sera une occasion d'échange sur le programme d'action du gouvernement entre le gouvernement et le Conseil économique et social. Conseil économique et social où le matinal note que le poste du vice-président est toujours vacant. Un détour par le département du Zoué, le journal Vif d'Afrique constate que depuis plusieurs semaines, le pont de Ganhwa est sans barrière de sécurité métallique et le journal d'interpeller la Direction générale des infrastructures au fin de trouver une solution dans l'immédiat car la sécurité des usagers en dépend. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, c'était la revue de presse sur le dernier numéro d'Actu Matin pour le compte de cette semaine. Merci à chacun et à tous. C'est dia vendredi et c'est dia le week-end. Et bien, passez de très bons moments en notre compagnie. Bon week-end à vous. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.